Salut Anis. Salut Nico, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ravi de t'avoir dans le podcast Comptoir AI. En plus, je te fais te lever tôt parce que bah, toi, il est à New York. T'es à New York en fait là. Ouais, exactement. Exactement. Eh ben, J'ai démarré ma journée il y a 1 heure, mais c'est parfait. Je préfère généralement faire les podcasts l'après-midi, mais impec. avec grand plaisir pour faire ça plutôt dans la journée. Euh, bon alors Anis, Anis Benasseur, je suis ravi de te recevoir sur Comptoir AI parce que toi, Anis, donc tu es un entrepreneur. Donc tu as monté, créé et revendu, j'ai vu donc Creative Network. Et là aujourd'hui, tu es sur une nouvelle aventure qui a l'air passionnante, qui s'appelle Attention. Euh, et donc, attention, on est en plein dans le sujet de l'AI avec la Sales Intelligence. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, Annie, sur ton parcours, ce qui t'a amené à New York et surtout donc ce qui t'a amené à Attention? Oui, bien sûr. Donc, alors, à Nice, 35 ans, j'habite à New York depuis 8 ans. Mon parcours est assez classique en fait. Donc, j'ai fait une prépa HEC en France. J'ai fait le SCP. Comme moi, super. Super. J'avais appris à coder depuis que j'étais gosse, tout seul. Et donc, j'avais toujours été passionné par la tech de manière générale. Euh, et donc, après avoir fait le SCP, j'ai commencé en fusion-acquisition. Très vite, en fait, pendant que je faisais de la FUSAC, je réalisais que ce que j'aimais faire le plus, c'était coder des macros. Sauf que personne Mhm. ne fait ça en M&A, donc c'était assez mal vu. Euh, Par la suite, je me suis dit, bon, bah, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est en fait retourner dans la tech. Donc, Hmm. assez. En fait, j'ai eu la chance de travailler pour Tinder en 2013 pour faire toute leur croissance en France. Euh, Génial. J'avais un pote qui, justement, avait rencontré les founders et qui m'avait proposé de travailler avec lui là-dessus. Donc, pour moi, c'est super. J'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an et ensuite, en 2015, j'ai déménagé à New York et je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de commencer ma boîte. J'avais rencontré mes co-founders de Mixer, donc le réseau créatif en 2015. Mhm. On avait bootstrappé le business et puis je l'ai grossi en tant que fondateur SEO pendant 5-6 ans. Et en fait, quand tu bootstrappes un business, tu apprends énormément de choses. Tu apprends Mhm. à faire du growth hack de manière ultra efficace et avoir le CAC le moins élevé possible. Tu réinvestis à chaque fois tes bénéfices, donc tu dois faire attention à ce que tu dépenses. Tu apprends du coup à faire des sales, tu apprends aussi à faire du product design. Je m'étais remis à coder. Donc, c'était hyper intéressant, hyper formateur. Et au même moment, en fait, c'était assez difficile de scaler une équipe de sales, surtout en plus quand tu bootstrap, donc tu dois vraiment faire gaffe à tout. Premièrement. Et deuxièmement, je voyais que notre Salesforce n'était jamais mise à jour, en fait. C'était un Bien énorme sûr. problème. Donc, fast forward à 2021, quand j'ai commencé Attention, Mathias, qui en fait est aujourd'hui mon CTO cofondateur, mais était aussi mon compétiteur quand j'avais créé Mixer, en fait. Mathias, Ok, intéressant. c'était le fondateur d'une boîte qui s'appelait Swipecast, hein, qui était notre compétiteur à l'époque. Et après, Tu cette l'as fois, trouvé, tu l'as trouvé tellement bon et tellement dangereux que tu as décidé de t'associer avec lui. exactement. Exactement. On s'était fait la guerre pendant 5-6 ans et un jour, on a pris un café en plein milieu du Covid. Et on avait réalisé 2 choses. La première, les mêmes pain points en tant que founder, même si c'était de 2 boîtes différentes, c'était comme si on avait travaillé ensemble en fait. Euh, Premièrement, et deuxièmement, on était tous les deux passionnés par l'IA en fait. Ok. Et c'était peut-être assez tôt par rapport en fait, l'IA a eu plusieurs vagues au fil des années, mais on était tous les deux convaincus que l'IA allait avoir un énorme impact sur le futur de l'entreprise, en fait. Et plus précisément, je me souviens m'être réveillé un matin en juillet 2020,
quand je voyais l'annonce de GPT-3 et ça m'avait impressionné. Et je savais qu'il y avait déjà quelque chose à faire. Donc, c'était en creusant un peu autour du sujet qu'en 2020. Juillet 2020, juillet 2020, ouais, donc il y a un moment, ça fait donc quand même 1 an et demi, 2 ans et demi, en fait, que tu es dans le secteur, quoi. Ouais, en tout cas, que je m'y intéressais de Mmh. plus en plus. Et vraiment, c'est en septembre 2021 que Mathias et moi avons démarré Attention. D'accord. Et on s'est dit avait, on savait qu'il y avait des outils autour de l'intelligence pour sales, mais Mmh. on savait aussi que très peu d'entre eux vraiment faisaient du generative AI et qu'il y avait il y avait une manière d'apporter en fait quelque chose de vraiment transformatif pour les commerciaux, pour leur manière de travailler, dans leur manière de travailler. Donc, Mmh. voilà. Donc oui, donc juillet 2020, tu vois GPT-3, là, tu es bluffé. Euh, et ensuite, après, tu attends un petit peu là pour lancer donc un projet en utilisant la Gen AI. Euh, et, et donc, tu as démarré Attention, excuse-moi, à quel moment? Septembre 2021 en fait. Septembre Donc, 2021. moi j'étais encore tenu par Mixer à l'époque. Mhm. J'étais libre l'été 2021 et à partir de là, donc j'en parlais beaucoup avec Pierre Entremont qui était notre premier investisseur Ok. euh, et donc on échangeait énormément, je pense toutes les semaines à l'époque avant même qu'il ait investi chez nous. Mhm. Et d'ailleurs qui est un investisseur super et que je recommande à tous les founders. Ouais, bien sûr. Je recommande aussi. J'ai eu le plaisir de l'avoir sur ce podcast. Et ouais, il est vraiment super. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après plusieurs semaines de conversation, on avait eu un début d'idée. Je lui ai dit, écoute, j'ai un co-founder potentiel. En parallèle, je discutais beaucoup avec Mathias sur les différents sujets sur lesquels on pouvait travailler. Mhm. Pierre m'avait dit à l'époque, écoute, discute-en avec des head of sales. Ce qui s'est passé, c'est que en 2 semaines, j'ai parlé à 30 head of sales. Ok. Euh, et puis, encore 2 semaines plus tard, il m'a fait une offre d'investissement. Mhm. Et donc, pour nous baquer sur un précis, en fait. Donc, en septembre, on avait démarré, on avait parlé à ce moment-là à plus d'une centaine de head of sales. On était allé Mhm. assez vite. Et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est leur poser des questions sur leur pain point, sur proposer des solutions potentielles. Au début, design, et de plus en plus, en fait, affiner ces designs, voir un peu comment ils réagissaient. Euh, Au bout de 3 mois, on a une MVP. Ok. On faisait des démos. Et en fait, donc, c'est sur ce processus d'itération, au bout de 6 mois, on a finalement lancé un produit. Ouais. Et on a très vite réalisé que, en fait, aux US, si tu veux commencer à enregistrer les conversations de tes clients, il faut que tu aies toutes les certifications, donc SOC 2, Type 2 aux US. Bien sûr. Et donc, c'est pas un retour à la case départ, mais ça nous a un peu ralenti. On était sur le point de signer notre premier client enterprise assez vite. Ouais. Et en fait, leur équipe de compliance nous a dit, mais attendez, il vous faut votre certification SOC 2. Donc, Mhm. on a passé encore 3 mois à aller la chercher, un peu plus, 3 à 6 mois, je dirais. Et Mhm. à partir de là, on a commencé à vendre notre logiciel. Ce qui veut dire donc la commercialisation, quel moment à peu près, Anis? Ouais, en fait, donc on a commencé à avoir nos premiers users en juin 2022, donc Ok. un an après avoir commencé. Hmm. Ce qui est un peu lent, mais en même temps, on a pris du temps quand même à bien réfléchir à la solution et vraiment essayer de faire quelque chose de transformatif par rapport à ce que tous les autres players faisaient en fait. Ce qui est un peu long, mais ce qui est hyper tôt par rapport au marché. Donc, à ChatGPT qui est sorti donc en décembre 2022. Donc, tu avais quand même déjà une sacrée avance. Ouais, exactement. En fait, donc, je pense que le monde s'est réveillé au moment où ChatGPT est sorti. Dans Avant, la c'était nuit du 30 novembre au 1er décembre, ouais, tout à fait, exactement. 2022. Mhm.
Mais avant ça, en fait, c'était vraiment GPT-3, c'est un peu un truc insider entre guillemets. Où, Ouais. et quand tu penses à GPT-3, en fait, il y a plusieurs sous-modèles, ADA, DaVinci, etc. Et donc, Ouais. DaVinci, en fait, c'est ce qui fuel, entre guillemets, ce qu'il y a derrière aussi ChatGPT. Donc, c'est la partie de complétion, de summarization, donc, de résumé, en fait, ou de pouvoir, en fait, quand tu réfléchis, derrière l'IA, en fait, ce que ça permet de faire, c'est que tu as tout un ensemble de données qui sont non structurées. Et grâce à, par exemple, DaVinci, bah, tu peux prendre ces données-là et les restructurer dans l'output que tu désires, en fait. Ok. Ouais. De manière plus ou moins abstraite, en fait, c'est ce que ça te fait. Donc, nous, à l'époque, il y avait pas encore DaVinci 3, c'est DaVinci 2. Le résultat était pas mal, mais pas non plus terrible, en fait. Donc, il fallait qu'on fasse pas mal de travail en amont pour pouvoir modéliser plus ou moins l'output, hein, de la manière dont on fait. Donc, de manière concrète, ça veut dire quoi? Supposons que tu as un call et que tu Ouais. veux pousser l'information dans le CRM. Et ben en fait, DaVinci 2, à l'époque, donc le sous-modèle de GPT-3, va aller Ouais. parfois halluciner certaines réponses ou te donner des résultats pas terribles. À partir du moment où DaVinci 3 est sorti, c'était déjà beaucoup mieux. Donc là, en fait, on était vraiment porté par la vague. Ok. Et maintenant, donc ChatGPT, qui est autrement appelé aussi GPT 3.5, est assez, enfin, est encore plus performant sous certains angles. Et hier est sorti, non, ouais, hier exactement est sorti Ouais. GPT-4. Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, et alors, et donc, Anis, pour bien comprendre, donc ensuite, ta solution et Attention, donc vous utilisez ces modèles pour proposer en fait des solutions aux vendeurs, aux sales, euh, plus efficaces, leur permettre de gagner du temps. Tu m'avais expliqué un petit peu en préparant l'épisode que tu avais vu que ça prenait, que c'était particulièrement utilisé, ce qui avait fait un petit peu par les équipes et que ça avait fait ton succès. Est-ce que tu peux me représenter un petit peu la solution et comment elle s'appuie sur les modèles GPT? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, les modèles GPT sont une petite partie de la solution. Pour faire un zoom out donc, sur ce que Attention fait, ça va transcrire les conversations des sales. Et puis, on a deux parties au sein de la solution. Une partie temps réel qui va coacher les sales pendant leur call et leur dire ce qu'ils doivent dire. Donc, que ce soit des battle cards qui vont apparaître sur l'écran en fonction de la réponse qu'il faut apporter au prospect ou de l'objection qu'il faut donner à laquelle il faut répondre pour le prospect. D'un côté, ou un talk track qui te montre un peu plus ou moins un script de vente. Certaines équipes vont plutôt utiliser ça. Et après, on a une partie post-call qui va analyser donc, ce qui se dit, qui va pousser l'information dans le CRM au champ près. Donc, par exemple, plein d'équipes commerciales vont utiliser MEDIC, donc Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain et Champion, en fait, qui sont en fait des méthodologies de vente et de discovery, en fait, mais qui sont aussi dans le CRM. Donc, par exemple, supposons que j'ai besoin de savoir quel est l'objectif du prospect ou quel va avoir l'impact, quel va être l'impact de ma solution sur ses métriques. Et ben, automatiquement, dans la conversation, Attention va capturer cette information-là et l'exporter dans le CRM, dans le champ métriques. Chose que personne ne fait encore aujourd'hui. Je pense que les quelques solutions existantes vont peut-être rédiger un résumé et puis le pousser dans un champ global. Mais Donc, tu veux dire dans le champ métrique, donc sur des données structurées, des données en forme de chiffres, quand elles sont identifiées telles quelles, quoi, et qui vont être exactement. après peut-être activables ou sur lesquelles tu vas pouvoir faire des tris, des calculs. Des analyses, exactement. C'est ça. Ce qui est un peu le rêve de toute équipe de RevOps. Donc, effectivement, donc, pousser l'information dans le CRM, pouvoir aussi rédiger tes mails de follow-up en quelques secondes,
m'en sers tout le temps, c'est assez canon. Ouais. Et ensuite, pouvoir extraire aussi des insights pour le coaching, en fait. Donc, dans toutes les équipes, tu vas avoir peut-être 20% des vendeurs qui vont mieux performer, qui vont réaliser 80% du chiffre d'affaires. Donc, quels sont les secrets de ces vendeurs, de ces meilleurs vendeurs? Comment font-ils? Donc, Attention va te permettre de capturer ces insights dans leur conversation, que tu vas ensuite pouvoir repousser dans la partie real time, en fait, coaching en temps réel pour les autres vendeurs, pour élever leur pitch, en fait. D'accord. Et donc, votre solution, elle s'insère dans des CRM existants? Exactement, ouais. Génial. Donc, Salesforce, HubSpot, ClickUp, Pipedrive, Hmm. Zoho. Via une API, c'est assez simple à Exactement. Ils ont tous des implémenter. API. Ouais. Ok. Ah ouais, génial. Et donc là, en ce moment, donc, ben, je comprends que ça fait gagner beaucoup de temps aux équipes, ça leur donne plus d'informations, ça fait aussi des choses de la prise de notes, du résumé, l'insertion de ces données structurées qu'ils ont jamais envie de faire en fait, et c'est quelque chose qui est quand même très chiant en général sur ce job de commercial. Donc c'est un gain de temps énorme. Et donc aujourd'hui, sur les clients, donc tu as une grosse demande et des bons retours. Ouais. Pour le moment, je suis tout seul à vendre. On a plus d'une centaine de clients. Vous êtes combien dans l'équipe, Anis? Entre 8 et 10 personnes à peu Ok, près. très bien. Principalement des ingénieurs, enfin que des Ok. ingénieurs. En fait, donc, pour faire un espèce de zoom out, juin, on a eu notre premier utilisateur. On en a eu 5 entre juin et décembre. Donc, début de croissance assez lente, mais justement, il fallait qu'on itère assez vite avec ces premiers clients. Et on ne pouvait pas encore absorber plus de demandes. On était resté en stealth jusqu'en janvier. Et puis en janvier, je crois autour du 9 janvier, on a sorti un article TechCrunch. On a eu plus de 500 retombées presse partout dans le monde. Et à partir de là, on a commencé à avoir une tonne de demandes. Donc, on n'avait que de l'inbound. Je dormais peu et je closais tous ces deals tout seul. Maintenant, je suis en train de recruter nos premiers commerciaux. Ok, génial. Bah écoute, bravo. Pour comprendre, en fait, tu utilises les modèles, j'imagine, donc beaucoup, pour faire du voice to text, en fait, pour pouvoir, t'analyses en fait la voix, c'est ça, enfin les conversations, et t'en sors des données plutôt textuelles, tu fais comme ça? Ouais, exactement. Donc, en fait, Hmm. on va utiliser des modèles déjà existants. Ça sert à rien d'inventer la roue. Donc, on va prendre, par exemple, des modèles de type comme Whisper ou Mhm. AI ou SNI. Enfin, donc, on va prendre ce qui se dit dans les conversations, ça va Mhm. transcrire. Ouais. Et derrière, ensuite, on va capturer ce transcript aussi Mhm. en temps réel pour la partie coaching que post-call par la Ouais. suite. Et derrière, ces transcripts en fait sont une source d'or pour toutes les équipes commerciales parce que il y a énormément d'informations en fait. Et donc comment Hmm. on peut restructurer cette information et l'exporter aux bons endroits pour Ouais. pouvoir ensuite maximiser le retour pour les équipes. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu utilises donc plusieurs modèles, ce que tu disais, donc les modèles GPT, Whisper. Tu utilises des modèles Hugging Face que tu trouves sur Hugging Face aussi? Ouais, bien sûr. Donc en Mhm. fait, euh, GPT par exemple, c'est un modèle plutôt fermé. Par exemple, on va avoir tu hits un API, mais tu n'as pas accès, c'est une black box. Alors que Hugging Face, ce sont des modèles en open source que tu peux beaucoup mieux retraîner pour tes Mhm. usages internes. Et donc, ouais, on utilise aussi pas mal de modèles existants distribués sur Hugging Face, Ouais. adaptés à nos besoins, en fait. Mhm. Mais donc, ce que je comprends, c'est que en fait, tu utilises donc plusieurs modèles pour créer ta solution. Et tu fais ton mix un petit peu et pour arriver parmi ces modèles, pour arriver à avoir une solution unique et pertinente. Euh, j'ai une question par rapport à ça. C'est un exemple que j'ai déjà donné, mais
Tu sais, il y a eu l'exemple de Jasper au moment de la sortie de ChatGPT. Jasper qui marchait très bien, qui est une licorne américaine sur de l'email, sur du service client euh, et des fonctionnalités assez avancées. Et au moment de ChatGPT, grosso modo, il y a eu un échange un petit peu entre le fondateur de Jasper et OpenAI, dans lequel il disait qu'il avait peur un petit peu que ChatGPT fasse le job et remplace Jasper, alors que lui était un petit peu le premier client d'OpenAI, vu qu'il utilisait leur API et donc il leur reversait pas mal d'argent. Et donc il avait peur un petit peu d'être remplacé par ChatGPT comme ça qui remontait sur son business. Toi, ce que je comprends, c'est que quand même, avec les différents modèles que tu as et le niveau où tu es, ça t'arrivera peut-être moins facilement en tout cas. Ouais, en fait, ce que je pense, Jasper, c'est un super outil. Je pense que Mhm. quand, quand tu es au niveau seed, Mhm. ou en tout cas early stage, ce qui va se passer, c'est que ça sert à rien de créer tes propres modèles dans un premier temps. Il vaut mieux utiliser ce qui existe et remplacer ton stack au fur et à mesure, déjà. Pour commencer, ensuite, pour répondre de manière plus précise à ta question, nous, en fait, on va là, dans notre cas, en fait, on va vraiment s'intégrer à tous les outils métiers des commerciaux. Mhm. Donc, que ce soit ton CRM, que ce soit ton dialer ou Zoom ou Google Meets. En fait, on va vraiment s'intégrer en profondeur dans ton Mhm. workflow en tant que commercial. Donc, effectivement, tu peux essayer de proposer un outil qui sera un peu plus PLG, euh, qui va peut-être s'appliquer à tout le monde. Mais si tu veux vraiment te focus sur les sales, ça va Ouais. demander un gros effort d'intégration. Euh, et je dirais pas que OpenAI ne le fera jamais. S'il voit l'opportunité de le faire, il le fera. Euh, Mhm. mais c'est peut-être déjà un peu moins facile. Dans le cas de Ouais. Jasper, euh, la, la, le, la UX, en fait, n'était Mhm. pas si compliquée que ça, en fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, Pas si compliqué que ça et pas si éloigné de ChatGPT, quoi. Ok. Exactement. Mhm. Ok, trop bien. Trop bien. Et donc, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, Anis, donc, euh, toi, tu as vu donc ChatGPT comme une révolution le jour où c'est sorti. Enfin, déjà, tu avais été très impressionné par GPT-3, tu nous as dit tout à Ouais. l'heure, mais Ouais. ChatGPT, ensuite, deuxième niveau. Ouais. Écoute, c'est assez marrant parce que j'étais moins impressionné par ChatGPT parce que je voyais Mhm. déjà ce que DaVinci 3 faisait sur GPT-3. Pour moi, en fait, ChatGPT, c'est vraiment GPT 3.5. C'est une itération de plus par rapport à DaVinci 3. Et la révolution en fait, de ChatGPT, c'est vraiment sur le UX, qui est Ouais. d'avoir un prompt et un espèce de chatbot. Alors Mhm. que le playground de GPT-3, c'est vraiment, enfin, l'UI qu'ils avaient, l'interface qu'ils avaient était peut-être un peu moins évidente pour le reste du monde. Donc, Mhm, c'est bien pour sûr. ça, ouais, au niveau de la puissance du web, j'étais peut-être pas forcément autant impressionné que le reste du monde parce que j'avais déjà vu ce que David Frère faisait, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais, non, mais c'est hyper marrant. Et alors là, bon, bah, c'est l'actu, hein, c'est que donc GPT-4 est sorti hier. Et donc là, bah, on en reparle énormément. Tout le monde est bluffé. Donc on parle d'un modèle multimodal. Donc on peut rentrer tous les modes différents, sortir tous les modes différents. Donc texte, image, vidéo, voix. Euh, j'ai regardé un petit peu une démo de Greg Brockman, un des cofondateurs là, d'OpenAI. Il nous montre des capacités assez incroyables, du résumé en commençant par la même lettre. Genre, résume-moi ce texte avec des mots qui commencent par G, par A, ce qui ne se faisait pas avec ChatGPT. Il arrive à débugger Discord. Il génère un site internet activable à partir d'un croquis. Ça, tout le monde a été assez bluffé. Donc, il dessine quelque chose
Le modèle GPT-4 lui en fait un site internet. Il arrive à décrire des images à partir du modèle même et faire expliquer ce qui est drôle dans les images. Et il finit par remplir des feuilles d'impôt et t'expliquer donc en rime, en alexandrin, comment il faut remplir tes feuilles d'impôt. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, premier retour, premières impressions là sur ce modèle? J'ai pas vu la vidéo, mais c'est assez impressionnant. Dès que j'ai commencé à voir en fait que c'était multimodal, direct, je commençais à avoir des applications. Effectivement, c'est assez dingue en fait. Le fait de pouvoir transformer une image en code pour créer un site, c'est assez dingue. Je pense que ça va avoir un impact, enfin, ça a commencé déjà en tout cas à avoir un impact énorme sur la manière de travailler des gens, ça va avoir un impact sociétal sur le business et en fait, surtout, quand ils pensent, enfin, moi, pour ma petite histoire, j'avais plus ou moins arrêté de coder, à 17 ans. Je m'étais un peu remis quand je gérais Mixer, mais j'étais pas forcément très bon et depuis que, ChatGPT en tout cas, ah oui, donc ChatGPT m'a quand même impressionné sur la partie, text to code. Donc, Ouais. et depuis que ChatGPT est sorti, je me suis remis à coder plus activement pendant les week-ends et c'est ultra, facile C'est sûr. de s'y mettre et je pense que l'impact sur les gens va être que beaucoup plus de gens vont apprendre à coder, grâce à ça. Hem, Beaucoup plus de gens vont pouvoir avoir accès à certaines choses qui étaient très difficiles, de faire avant, et et Ouais. et et donc, je pense que GPT-4 ne va faire qu'amplifier ça, en fait. Mmh. Tu vois, si tu veux créer un film, je pense que dans le futur, tu pourras créer un film, juste à base de prompt, en disant: «Je veux que tu me fasses un film de 2 minutes qui fasse ça, ça et ça. Voici un croquis, je veux que tu me l'animes. Voici, que tu fasses ça dans un style, à la Star Wars». Ouais. Donc je pense vraiment que ça va avoir un impact énorme sur la société, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça, il y a quelqu'un qui défend vachement cette vision, c'est Eman Mostak de Stability, Stable Diffusion. On entend souvent dire qu'on va bientôt avoir un Netflix personnalisé, un Netflix généré à la commande. Euh, donc toi, c'est quelque chose que tu vois arriver, c'est ce que tu décris. Ouais. En fait, vu l'évolution des choses, j'ai vu qu'il y a 1 an déjà, on avait du mal à extraire des informations bonnes en fait d'un texte et qu'aujourd'hui déjà on est en train de mélanger, de l'image, du texte, du code, de la voix pour pouvoir arriver à un output en fait. Donc, c'est assez impressionnant ça. Je pense que l'évolution elle est assez exponentielle. Bien sûr, l'évolution elle est exponentielle. Je trouve ça complètement dingue aussi parce que, en fait, grosso modo, ben, GPT-3, c'était il y a un an et demi. Et toi, c'est ce que tu as vécu, mais ChatGPT et GPT 3.5, c'était il y a 3 mois. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que les gens se sont tellement appropriés l'outil où il y a tellement de gens qui ont utilisé qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques en disant ah ouais, non, mais c'est pas parfait. Ah, regarde, là, ça fait moins bien le truc que moi ou que mon collègue. Et ce qui est fou, c'est que là, bah, 3 mois plus tard, tu as une nouvelle version GPT-4 qui corrige déjà quand même beaucoup, beaucoup des problèmes qu'il avait décrits et qui impressionne encore plus. Donc, on est clairement dans quelque chose d'exponentiel et je pense qu'il faut vraiment garder la trajectoire, quoi. 100. Je pense qu'il y a un autre sujet, c'est celui donc, en tout cas dans les universités, aux US et partout dans le monde, c'était le fait de rédiger ses essais avec, dans l'intelligence artificielle. Bien Ça sûr. a eu un gros problème. Je pense qu'aujourd'hui donc, il y a des outils qui permettent de détecter, le
si le contenu a été Mhm. rédigé par une IA ou pas. Mhm. Euh, et je pense qu'ensuite, ça va être un jeu du chat et de la souris de savoir si le contenu est créé par une IA ou si ça a été rédigé par un humain. Donc, ça, c'est assez intéressant à voir dans un premier Mhm. temps. Je pense que les impacts aussi, de manière globale, enfin, dépassent l'entendement, mais aujourd'hui, par exemple, tu peux faire tout ton SEO à base d'IA. Tu peux Ouais. créer 2000 pages avec du contenu généré par une IA, sauf que si Google demain déploie un outil qui permet de reconnaître l'IA, je suis sûr qu'ils doivent déjà avoir ça en interne, ils vont Mhm. commencer à sanctionner les sites qui rédigent ce contenu avec de l'IA. Si tu rédiges tes mails à base d'IA, et ben forcément les spam filters vont commencer à le détecter de Mhm. plus en plus. Donc c'est intéressant de voir en fait aussi cette évolution-là. Et il y a un espèce de jeu du chat et de la souris, je pense. Ah, très bon exemple. En effet, je pense qu'il va falloir voir la réaction de Google, en effet, sur des crawlers, sur l'indexation, des sites que ça va remonter. Est-ce qu'ils vont donc essayer de mettre un peu moins en avant des sites, certains sites générés par l'IA qu'ils auront reconnus? Même chose sur les spams, en effet, parce qu'on peut imaginer que à très court terme, on risque d'être assailli par un flot d'emails automatiquement générés, envoyés par l'IA. Et c'est vrai que on se dit que ceux-là, ils devraient peut-être arriver, en tout cas, dans un dossier à part, un peu comme les mails promotionnels ou en spam, quoi, en effet. Ouais, un dossier IA. Ouais. C'est marrant. Nous, ça fait, chez Attention, ça fait peut-être, je dirais maintenant, 6 à 9 mois qu'on fait rédiger notre outreach par une IA. Ok. Et on fait des trucs assez impressionnants en fait, en interne, hein. Donc, ce ne sont pas des outils qu'on distribue, mais des outils pour notre Hmm. propre croissance, qui vont par exemple aller lire des rapports de société, sortir un compte rendu en 2 lignes et l'ajouter dans le mail d'outreach. Ou par exemple, le dernier script que j'ai créé en interne, c'est de pouvoir écouter un podcast, hein, par exemple, comme celui-ci, Mhm. et de capturer ce qui s'est dit et de le linker à la value propre de ma Ouais. société et de balancer un mail au VP Sales qui a parlé dans le podcast, hein, avec une espèce d'hyper personnalisation en fait. Et Très fort. le mec, quand il va lire le mail, il va se dire: ah ouais, il a vraiment pris le temps d'écouter mon podcast et de m'écrire, alors qu'en fait, c'est fait par de l'IA. Là, on arrive sur des cercles vicieux assez étonnants parce que si je comprends bien, en fait, c'est toi là qui vas recevoir un email quand je vais diffuser cet épisode de J'espère. toi-même. Et non, mais comme en effet, ces emails qui seront flagués IA, on peut imaginer bientôt que l'utilisateur qui les reçoit leur répondra lui aussi via l'IA, quoi, en fait. Ouais, exactement. Exactement. Euh, Et donc avec un rôle intéressant que peut prendre l'IA, avec peut-être justement, là on parle d'exemples un peu spam et tout, mais dans certains cas, ça peut être intéressant sur certaines tâches, par exemple, euh, si je veux réserver mes vacances, louer une voiture, voilà, on peut imaginer que l'IA prenne notre place sur certaines démarches que j'ai pas envie de faire au niveau de la comparaison et même pour aller jusqu'à la réservation. Et là, on a un peu la naissance d'agents économiques qui peuvent se parler entre moi, mon IA qui va analyser en fonction de mon profil ce que je veux comme vacances ou comme voiture de location, et de l'autre côté, des sites marchands sur lesquels il y a peut-être aussi une IA qui tourne. ouais. Tu imagines ça, toi, Ouais, 100%. Anis? Ouais. 100%. Je pense qu'en fait, il y a quand même un human in the loop à la fin du process qui est que tu vas décider de l'output en fait. Pour Hmm. revenir sur l'exemple des mails, déjà même avant avec l'autocomplétion sur Gmail, ça reste quand même un espèce d'exemple d'IA qui va te rédiger ta phrase. Là, ça va peut-être te rédiger tout ton mail en fonction de ce qui s'est dit avant. Mais avant d'envoyer sur Send, c'est quand même, ou sur Envoyer, c'est à toi de décider
de l'output final, tu peux le modifier manuellement et tu peux décider d'envoyer ton mail si tu veux. Dans le cas de ta location de voiture, ok, super, ça va. À la fin, il faut quand même que ça te montre certains exemples et que tu choisisses peut-être la couleur exacte, le modèle exact, et surtout, bon, donc peut-être aussi le prix. Mais tu choisis quand tu veux quand même pouvoir choisir avant que tu aies ta voiture qui te soit affectée Ouais. automatiquement. Mais ça réduit en fait les cycles et ça te permet de faire les choses de manière beaucoup plus rapide. En fait, Bien ce sûr. qui nous a permis aussi chez Attention de closer plus d'une centaine de clients aussi vite, c'est le fait d'utiliser notre propre outil pour rédiger des mails aussi rapidement. Le fait d'exporter les conversations dans mon CRM, ça me prend maintenant 2 secondes au lieu de passer 2 heures à la fin de la semaine pour le faire. Et même tout ce qu'on fait aujourd'hui est à base d'IA, les mails que j'envoie, le contenu qu'on crée, et cetera, et ça nous permet d'être 1000 fois plus efficace. Donc ça réduit les cycles et ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que le futur, en fait, je divague un peu, mais je pense que le futur de l'entreprise, en termes de profit, va être sauvé par cette révolution d'IA, dans le sens où tous les départements vont commencer à apply de l'IA sur leur mode de fonctionnement. Donc, effectivement, beaucoup de gens vont dire oui, mais ça tue des jobs. Mais en fait, non, ça permet juste aux équipes d'être plus efficaces et, aux employés en fait de s'élever, d'apprendre à faire des choses peut-être de manière plus élevée. En fait, quand je parle à mes ingénieurs aujourd'hui et je leur dis: «Est-ce que tu utilises Copilot ou ChatGPT pour faire ton code?» Ils me disent: «Oui, absolument». En fait, aujourd'hui, ils codent de manière un peu plus haute. Au lieu de rédiger toutes les lignes de code dans ce qu'ils font, ils vont rédiger des pavés de code et aller beaucoup plus vite. Donc, je pense que c'est vraiment le futur de l'entreprise va vraiment être sauvé par l'IA, quoi. D'accord, donc on n'est pas sur un remplacement, mais sur un déplacement, sur une plus forte valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. Hmm. Au lieu de au lieu d'aller sur ton vélo, tu roules en voiture, quoi. Hmm. Tu es vraiment, enfin, en anglais, je dirais you're being enabled by your tool. Tu Hmm. arrives à faire 10 ou 100 fois plus de choses grâce à cette IA, en fait. Ouais, génial. Ouais, écoute, très très fort. En tout cas, c'est une vision super intéressante. Est-ce qu'il y a des possibilités, des découvertes qui pour toi peuvent venir de ça, dans tous les domaines, et peut-être au-delà de juste la productivité, tu vois, en entreprise? Est-ce que tu vois des trucs? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent, qui t'intéressent? Ouais, bien sûr. Je pense que, en fait, pour moi, l'application la plus intéressante, est évidemment dans le domaine médical. Mmh. Heu, Tu vois? Donc, le fait, enfin, cure contre le cancer, cure contre, en fait, je pense que c'est là où vraiment, j'aimerais voir le plus d'impact, personnellement. Je pense que, au-delà de ça, oui, on va pouvoir rédiger des énigmes, enfin, pardon, trouver la réponse à des énigmes mathématiques qui n'ont jamais été Mmh. découvertes. Je pense que c'est, enfin, je peux pas rentrer plus dans les détails, mais je pense que ce qui pouvait être fait, en fait, on avait des limitations dans la recherche par le Mmh. nombre de personnes qui pouvaient travailler sur un certain sujet et évidemment, non seulement le nombre, mais aussi la qualité de ces chercheurs-là. C'est-à-dire que le nombre de chercheurs pouvant trouver des réponses à toutes ces questions est assez limité, alors qu'avec l'IA, on va pouvoir dupliquer ce nombre de cerveaux et pouvoir aller beaucoup plus vite. Ouais. Donc, il faut que Ouais, ces non, tout à fait. puissent évidemment puissent contrôler ce qui se passe derrière et s'assurer à ce que le résultat ne soit pas halluciné ou qu'il Mmh. soit vraiment bon, quoi. Hem Et
toi, tu penses que, alors c'est une grande question, mais est-ce que la voie qu'on emprunte aujourd'hui sur l'AI générative, les LLM, donc ces modèles probabilistes, euh, tu penses que c'est une voie qui peut nous mener très loin dans le progrès? Ouais, j'en suis Mm. convaincu. Ok. Euh, une autre question, c'est sur l'AGI, l'intelligence artificielle généralisée, la super intelligence. Bon, alors là, on vient de voir que GPT-4 euh, a réussi donc à passer l'examen du barreau US en obtenant un résultat meilleur que 90% des participants. Sur GPT-3, il passait l'examen, mais disons qu'il était un peu ric-rac. Là, il score, en tout cas, il est meilleur que tout le monde. Euh, donc, c'est sur ce cas spécifique, par exemple, de l'examen de droit, en tout cas, le modèle est meilleur. Est-ce que tu penses que c'est possible que, à court, moyen terme, on ait une intelligence artificielle forte qui nous remplace dans certains domaines et qui soit meilleure que nous dans plein de domaines sur l'ensemble aussi? Ouais, bien sûr. En fait, je pense que c'est comme la révolution industrielle où les machines ont remplacé les hommes sur certaines tâches et qu'ensuite il y avait des contremaîtres qui pouvaient juste vérifier que les machines fonctionnaient. Je pense que l'IA va avoir un impact assez similaire. Mm. Euh, L'AGI va arriver que certains pensent. Sam Altman dit non, mais ça prendra du temps. Ouais. C'est évidemment, enfin, quand tu es le fondateur d'OpenAI, tu as rassuré le monde entier, mais je pense que vu la vitesse à laquelle les choses évoluent, l'AGI va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et je pense Mm. que de manière générale, chaque personne devrait réfléchir à l'impact. Je pense que c'est très dur, mais devrait réfléchir à l'impact que ça va avoir sur le futur des métiers pour faire les bons choix de métier, pour trouver une stratégie de gagner de l'argent. Je pense que par exemple, les commodities, en fait, euh, qui sont pas forcément toutes les matières premières qui sont pas forcément Mm. remplacées par l'intelligence artificielle vont prendre de plus en plus de valeur. Donc, Mm. par exemple, que ce soit aussi bien la pierre aussi, donc l'immobilier que tout ce qui est donc Mm. les autres matières premières. Euh, je sais pas. Je pense que il va falloir se projeter énormément et se dire qu'est-ce qui peut pas être remplacé par l'IA. Euh, et dans un second temps, comment est-ce que je peux maximiser mon outcome en fonction de ces réponses-là et de ces choix stratégiques. Ok. Ouais, ouais, très bon point. On a vu cette discussion un petit peu avec Pierre Entremont, justement, qui me parlait d'une abondance artificielle générée par l'IA. Et c'est vrai que face à cette abondance artificielle, on peut imaginer que ce qui va rester un petit peu rare ou unique et qui ne pourra pas être généré pourra relativement monter en valeur. 100%. Je suis d'accord avec toi. Trop cool. Anis, alors donc la question traditionnelle, le livre ou le film de science-fiction, ou les deux, que tu conseillerais à notre audience? Je ne lis pas de livres de science-fiction. J'ai que des bouquins. Donc, Alors, quel bouquin tu recommanderais dans ce cas-là? en ce moment, je suis en train de lire Amped Up de Frank Slootman, Mhm. qui était donc CEO de ServiceNow et Snowflake, qui est vachement bien, qui parle en fait de comment créer une culture en fait d'urgence au sein d'une entreprise, comment être un bon CEO, comment justement avoir que des gens qui créent de la valeur dans ton entreprise. Donc, ce qui est défini par the driver's seat of the bus instead of the passenger seat. Mhm. Et en fait, c'est un truc auquel je réfléchis vachement aujourd'hui, c'est comment être sûr que chaque personne que je vais recruter dans ma boîte va créer une tonne de valeur plutôt que d'essayer de remplir le plus de sièges possible. Je préfère avoir une personne qui va réussir à faire le boulot de 3 personnes plutôt que l'inverse, quitte à les payer plus, évidemment. Et des gens qui ont vraiment poussé des choses en avant. Et en fait,
on pousse aujourd'hui tous nos employés à réfléchir d'eux-mêmes, à suggérer des choses, euh, et à partager en fait tout ce qu'ils découvrent avec nous, quoi. Donc, et en fait, en lisant ce bouquin, je l'ai pas encore terminé, mais j'ai réalisé justement que c'est un type donc qui était aussi successful parce qu'il a réussi à créer une espèce de culture d'urgence de on va pas essayer de faire ça dans une semaine, pourquoi on le fait pas tout de suite? Euh, Évidemment en fonction des priorités que tu as, mais c'est un bouquin que je recommande à n'importe quel CEO ou n'importe quel fondateur en herbe qui aimerait démarrer une boîte, quoi. Super. Écoute, on le mettra dans la liste des recommandations. Super intéressant. Anis, merci beaucoup. Et en tout cas, on a hâte, j'ai hâte de voir aussi un peu peut-être la solution Attention en pratique. Et j'imagine qu'il y a peut-être des démos qui sont disponibles. Ouais, bien sûr, c'est assez marrant. Donc on a release une vidéo de 40 secondes sur LinkedIn il y a une semaine et on l'a mis sur notre site, donc attention.tech, Ok. TECH, euh, donc qui montre comment ça remplit le CRM au champ près. Mais évidemment, c'est que 5% de notre produit et on montre le reste en fonction des besoins. Mais Je crois que je l'ai vu avec le texte qui est glissé là, c'est ça? exactement, ouais. Bah, ça fonctionne bien, ça, en effet. Ouais. Ouais. Écoute, je le mettrai en tout cas sur la promotion de l'épisode. Je montrerai cette vidéo. Ouais, c'est très cool ça. Génial, ouais. Bah, je pense que, en fait, on a créé des outils aujourd'hui qu'on ne communique pas encore dans le public, mais sur lesquels on travaille avec certains clients enterprise américains qui sont révolutionnaires par rapport à tout ce que n'importe qui a pu voir, en fait. Des outils qui, en fait, permettent de compresser des semaines et des semaines de travail en quelques minutes. Et pour le moment, on ne communique pas encore dessus, mais on serait prêt à les vendre à certaines boîtes en fonction évidemment de la taille du contrat. Trop cool. Et ben écoute, c'est génial. On a hâte de voir ça. Anis, merci beaucoup. Merci à Et donc, on suivra attention avec beaucoup d'attention. Et voilà, et toi. je te dis à bientôt. Allez, à Salut bientôt. Anis. J'espère que mon Merci. français était assez bon. Ah, c'était parfait. Génial, Ciao. merci.